Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on plonge au cœur d'une scène courte mais d'une intensité folle, tirée des Justes d'Albert Camus. On se retrouve dans une cellule de prison où deux hommes, deux meurtriers, vont se faire face. Et à travers eux, ce sont deux mondes, deux visions de la vie qui s'affrontent. C'est parti, on va décortiquer ensemble ce qui rend ce face-à-face si puissant. Alors voilà notre feuille de route. On va d'abord planter le décor de cette fameuse rencontre. Puis on verra pourquoi l'idée de fraternité entre les deux hommes est en fait une illusion. Ça nous amènera à comparer leurs deux visions du meurtre, qui sont radicalement opposées. Ensuite, le moment clé, la confrontation entre le bourreau et le juste. Et on terminera en voyant comment tout ça illustre la grande solitude du révolutionnaire. Allez, on y est. Tout commence ici, dans la pénombre d'une cellule de la prison Boutirki. On a deux hommes qui, à première vue, partagent le même destin. Ils ont tous les deux tué et ils attendent leur peine. C'est sur cette apparente ressemblance que leur conversation va démarrer. Et dès les premiers mots, attention, c'est très important, Kaliaïev appelle Foka frère. Ce n'est pas juste une formule de politesse, non, pour lui c'est une conviction. Il se dit, on est dans la même situation, on a tous les deux du sang sur les mains, on est donc frères face à la mort. Il essaye de créer un lien immédiat. En fait, Camus nous tend une sorte de piège. Sur le papier, tout a l'air symétrique. Deux hommes, une cellule, deux meurtres. On pourrait croire qu'ils sont pareils. Mais c'est justement sur cette fausse ressemblance que tout le drame va se jouer pour révéler le fossé immense qui les sépare. Alors, pourquoi cette tentative de fraternité est-elle vouée à l'échec? Eh bien, c'est simple. Même s'ils ont tous les deux commis l'irréparable, les raisons de leurs actes n'ont absolument rien à voir. Et ce lien que Kaliaïev croyait si évident va complètement se briser. Regardez, c'est le jour et la nuit. D'un côté, on a Kaliaïev. Il a tué une seule personne, le grand-duc, mais c'était un acte politique, calculé, réfléchi pour une cause. De l'autre côté, on a Foka. Il a tué 3 personnes, mais c'était sous le coup de l'alcool, une impulsion violente. Comme il le dit lui-même, il avait une hache. Moralement, leurs gestes sont incomparables. Et leur état d'esprit est tout aussi différent. Kaliaïev, lui, est obsédé par le sens de son acte. Il cherche à le justifier moralement. Alors que Foka, lui, il est beaucoup plus terre-à-terre. La seule chose qui l'intéresse, c'est sa peine de 20 ans et comment il pourrait faire pour l'alléger. On a l'idéaliste face au pragmatique. Et cette opposition, ça nous amène directement à notre troisième point. Ce n'est pas juste une différence de circonstances. Non, ce sont deux visions du monde qui s'entrechoquent. Celle du meurtre politique, qui se veut un acte de justice, et celle du crime crapuleux, qui n'est qu'un accident brutal, sans aucun sens. Pour bien comprendre Kaliaïev, il faut saisir ça. Pour lui, son meurtre n'est pas personnel, c'est un acte politique. Il l'a commis au nom d'une idée, avec un objectif très clair, changer la société, lutter contre l'injustice. Dans sa tête, il n'est pas un assassin, mais un justicier. Leur propre mot, c'est ce qu'il y a de plus parlant. Écoutez la différence. Kaliaïev, d'un ton presque officiel, « J'ai tué le grand-duc Serge ». Et Foka, avec une brutalité presque animale, « Alors, il y avait une hache. J'ai tout démoli ». En 2 phrases, on a 2 univers qui se télescopent. Ce tableau, il résume parfaitement le fossé entre eux. Pour Kaliaïev, le crime est un acte de justice, la prison une conséquence logique et la société doit être changée. Pour Foka, le crime est une erreur, la prison une punition qu'il faut écourter, et la société, eh bien, on fait avec. Ils ne vivent tout simplement pas sur la même planète. Et c'est là qu'on touche au drame de la situation. Kaliaïev, en bon révolutionnaire, essaie de parler au nom du peuple, d'éveiller une conscience. Mais Foka, qui représente ce peuple, ne l'entend pas. À l'idéal de justice, il répond par un fatalisme total. La terre est faite pour les barines. En gros, les riches seront toujours les riches. Le message révolutionnaire se prend un mur. Bon, attention, on arrive maintenant au point de non-retour de la scène. C'est le moment de la révélation, le coup de théâtre qui va tout faire basculer. C'est ici que l'incompréhension atteint son sommet et que tout ce qui a été dit avant prend un sens nouveau et absolument terrible. La question qu'on peut se poser, c'est « mais pourquoi un tel échec ?» Pourquoi ces deux hommes, enfermés ensemble, sont-ils incapables de se comprendre? La réponse est sur le point de nous être révélée. Kaliaïev tente une dernière approche. Il raconte une légende, celle de Saint-Dimitre, pour parler de sacrifice, de devoir. Mais pour Foka, ce discours est beaucoup trop abstrait, trop intellectuel. Ça ne lui parle pas du tout, ça lui fait même peur. Le texte nous dit qu'il recule. La communication est définitivement rompue. Et là, c'est la bombe. La vérité éclate, brutale. Foka révèle comment il fait pour réduire sa peine. Il est devenu le bourreau de la prison. C'est moi qui pends les condamnés. Le choc pour Kaliaïev est immense. L'homme qu'il appelait frère est en réalité la main de l'État, l'exécuteur du système qu'il combat. Et Foka achève Kaliaïev avec cette dernière question. Eh bien, Barine, et toi? Le mot barine, qui veut dire seigneur, est une façon de le rabaisser, de le traiter de bourgeois. Et le « et toi », c'est la touche finale. Ça veut dire
Tu te prends pour qui? Tu as tué toi aussi. D'un seul coup, il n'y a plus de justicier, il n'y a que 2 meurtriers. C'est ça toute l'ironie tragique de la scène. Le frère du peuple que Kaliaïev voulait sauver est en fait celui qui collabore avec le pouvoir pour sa propre survie. C'est peut-être même lui qui va pendre Kaliaïev. L'idée de fraternité n'était pas juste impossible, c'était un leurre total. Et tout ça nous conduit à la conclusion, à un thème majeur chez Camus, la solitude écrasante du révolutionnaire. Cette scène en est vraiment l'exemple parfait. Le justicier est seul, complètement incompris par ceux qu'il est censé libérer. On reste vraiment sur cette image d'un isolement tragique. Kaliaïev a tout risqué pour sa cause, mais il se retrouve face à un peuple qui non seulement ne le comprend pas, mais qui, en plus, peut devenir l'instrument de sa propre mort. C'est le paradoxe ultime du combat révolutionnaire. Alors, pour résumer, ce qu'il faut vraiment retenir de cette scène, d'abord, la fraternité entre eux est une illusion. Ensuite, leurs crimes sont moralement incomparables. Puis, Foméka incarne ce peuple qui reste sourd aux grands idéaux. Et enfin, le point crucial, le justicier risque toujours de n'être perçu que comme un meurtrier parmi d'autres. On se quitte sur cette question que Camus laisse volontairement ouverte pour le peuple qu'il veut sauver. Est-ce que le justicier révolutionnaire est autre chose, au final, qu'un meurtrier de plus? C'est tout le dilemme que la pièce nous invite à méditer. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.